Ho, ho, ho. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de douceur. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos Murmures du Lac Immobilier et Histoire, toujours en direct depuis les studios de Radio Grand Lac 92.fm pour cette dernière édition de notre émission pour l'année 2024. Et oui, la fin d'année approche à grands pas maintenant, on est le 12, si je dis pas de bêtises, 12 décembre, donc on se retrouvera bien sûr avec plaisir le 9 janvier pour ma part. Aujourd'hui, nous allons donc conclure cette année avec un invité, une consoeur et voisine, Sandrine Blondet. Bonjour Sandrine, merci de ta présence aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Romain, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On avait envie, on aime bien dans cette émission un petit peu désacraliser certains concepts et vulgariser un petit peu des concepts un petit peu immobiliers. Et aujourd'hui, on va parler entre autres du viager, puisque tu es à la tête de l'agence Viagimo, qui a fêté sa première bougie, je dirais, ou va bientôt le faire, grossièrement une année de présence sur notre commune d'Aix-les-Bains, et où nous sommes pas très loin, puisque ton agence, ta jolie agence, est basée au Grand Port d'Aix-les-Bains, un emplacement assez emblématique pour la ville, donc agence immobilière spécialisée dans le viager. Et c'est vrai que le viager, c'est quelque chose que je pense on a tous entendu, on en a tous entendu parler, et on a peut-être des a priori, des croyances sur ça, et je pense que c'est intéressant de focaliser un petit peu sur ce concept avec une vraie spécialiste, puisque c'est vraiment une technique de vente immobilière qui est assez singulière, et c'est un petit peu l'objet de ta présence aujourd'hui. Donc merci de prendre le temps pour venir nous éduquer un petit peu à ce mode de transaction. Alors avant toute chose, on l'a signifié, donc l'agence Viagimo, c'est plutôt un groupe d'agences. Est-ce que c'est national, départemental, régional? Tu veux nous en dire un petit peu plus. Mais avant toute chose, on aime bien avoir décortiquer un peu nos invités, savoir d'où ils viennent et où vont-ils. Donc si en quelques mots, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours professionnel et nous expliquer ce qui nous intéresse, en l'occurrence, de se dire, tiens, comment on en arrive à avoir, parce qu'en plus, ce qui est assez flagrant avec toi, c'est le bonheur avec lequel tu exerces cette activité. Moi, c'est pour ça que tu es là. De toute façon, on n'inviterait pas des confrères et des consoeurs si on les appréciait pas un minimum. Donc, il y a aussi cette sympathie qui te définit. En tout cas, moi, je trouve que tu es une partenaire très positive et engagée. Donc, ça fait plaisir aussi d'avoir dans la profession des personnes telles que toi, et surtout sur des créneaux qui on pourrait dire un peu triste d'un premier abord, et finalement, non, t'arrives à égayer tout ça. Merci pour les compliments, Romain. Ça me touche. Oui, alors Viagimo, l'agence, elle a été ouverte au Grand Port d'Aix-les-Bains le 13 novembre, donc ça fait un petit peu plus d'une année. Et j'appartiens au réseau Viagimo, qui est un réseau national. Je suis franchisée, donc je suis complètement indépendante. Et on est présent dans une trentaine de villes en France. Et à l'Est, on est assez présent, puisqu'on est présent à Thonon, à Annecy, à Aix-les-Bains, à Grenoble. Et puis après, on descend, on va sur Lyon, Montélimar, Valence, Cannes, Sainte-Maxime, Toulon et Marseille. Voilà pour la partie Est. Ouais, donc c'est quand même assez représentatif. Un gros réseau. Ouais, complètement. Ce qui nous donne une certaine puissance et une certaine notoriété auprès de tous les intervenants du monde du viager, notamment les notaires, les juristes. Et on a une vraie spécialité juridique. Le viager, c'est quelque chose d'assez technique, c'est une vente immobilière mais très particulière. Et les contrats sont sur mesure, donc il faut qu'ils soient bien encadrés juridiquement. Et on travaille en partenariat avec tous les notaires du secteur. Voilà. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire un petit peu quelle était ton expérience précédente? Parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, que tu n'as pas une formation immobilière proprement dit. Non. En tout cas, dans ta première partie de carrière, mais plutôt dans les finances, je crois. C'est ça. Alors moi j'ai travaillé, donc déjà je suis franc-comtoise, je suis originaire de Franche-Comté, je suis aixoise de cœur depuis une dizaine d'années et puis présente physiquement maintenant dans cette belle ville
depuis une année pour mon activité professionnelle. Mon parcours professionnel, il vient surtout du monde bancaire. J'ai travaillé 15 ans à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de financement pour les particuliers et les professionnels. Et puis en 2022, peut-être que c'était l'année de mes 50 ans, donc une remise en question. Et j'ai eu envie d'avoir un métier qui avait plus de sens encore. Avant, j'aidais les particuliers ou les entrepreneurs à obtenir un financement pour réaliser leurs rêves. Et maintenant, j'aide les seniors à bien vieillir et bien gérer, je dirais, financièrement parlant, leur dernière partie de vie. Et voilà, le viager, c'est un moyen de monétiser son patrimoine immobilier et qui répond à de multiples demandes. Et je trouve que c'est surtout un outil de gestion de patrimoine. Ce que je trouve assez intéressant, on rentrera bien sûr dans le vif du sujet au fur et à mesure de l'émission, c'est, je pense, d'autant plus pertinent à une époque où les discussions de succession, donation, de troisième vie sont un peu plus faciles, je pense, qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, je me rappelle, voilà, certaines discussions qu'on n'avait pas, finalement, où on n'entendait pas nos grands-parents, c'était tabou, voilà, fallait pas parler de tout ça. Et je pense que le viager, c'était un peu peut-être à l'époque fait en cachette ou vraiment si la personne n'avait pas trop le choix. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça a pris une autre mesure et ça s'inscrit dans quelque chose de normal, de se dire voilà, j'ai un capital et finalement, qu'est-ce que j'en fais ? Je suis assis dessus, mais je peux pas vraiment le dépenser puisque c'est ma maison. C'est ça. Et finalement, je pense que alors, on est dans un territoire où en plus ça parlera parce qu'on est assez terrien en Savoie où la maison, le sol, voilà, c'est quelque chose de presque sacré. Et c'est pas forcément encore simple pour beaucoup de se dire je vais ça sera peut-être plus ma propriété ou voilà ce genre de peut-être de raisonnement, mais on va en savoir un petit peu plus dans un instant. Tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est assez d'actualité. Je pense que c'est quelque chose d'assez malléable pour les années à venir et c'est vraiment pas quelque chose de comment dirais-je, pas de ringard, mais de quelque chose qui serait d'un ancien temps. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. Je pense que c'est une vraie alternative. Et sans donner voilà trop de clés parce qu'on va les découvrir ensemble. Finalement, c'est de se dire, moi c'est ma traduction aujourd'hui, c'est de se dire je suis assis sur un capital, j'ai une retraite mettons de 1 500 €, j'ai une maison mettons qui vaut 500 000 et finalement j'ai effectivement, tu parlais d'un niveau de vie. Et finalement, je pourrais avoir un niveau de vie vachement plus confortable, d'aller un peu plus au restaurant, d'aller un peu plus en vacances, aider mes petits-enfants, mes enfants. Mais finalement, cette somme, ce capital-là, il est bloqué. Et je peux rien en faire. C'est ça. Alors, on verra en quoi consiste un petit peu le viager dans ses proprement dit. Et juste avant, bon, alors moi, c'est mon côté un peu littéraire. J'aime bien toujours gratouiller, de savoir d'où viennent les choses et on en parlait un petit peu il y a quelques minutes, c'est d'où vient le viager. Alors c'est vrai que je m'attendais, c'est ça qui est marrant quand on a, bon j'avais pas d'a priori, mais enfin je m'attendais pas à grand chose et j'ai quand même été surpris. Donc c'est très ancien. Ouais, c'est très ancien. Moi je voulais juste rebondir sur quelque chose, Romain, c'est quand tu dis c'était un petit peu fait discrètement, justement chez Viagimo on a décidé les couleurs de Viagimo c'est les couleurs roses. C'est déjà une couleur que j'adore. Il y en a qui trouvent ça ringard, moi je trouve que c'est plutôt joyeux. Et on met au goût du jour le viager. Effectivement, avant, c'était un peu honteux de vendre son bien en viager. C'était qu'on avait besoin d'argent. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les gens sont très à l'aise avec ça. Moi, je viens du monde bancaire, donc je dis toujours que les coffres-forts suivent pas les cercueils. Et au contraire, le viager, c'est un moyen justement parce qu'il n'y a pas que le viager, on verra les autres points, mais c'est un moyen de monétiser son patrimoine, de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens de son vivant. Et de pas attendre la succession. Et maintenant, c'est pas du tout un tabou. Mais il y a toute une dimension psychologique à prendre en compte avec mes vendeurs et mes vendeuses qui, à la veille du compromis, peuvent se dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais bien de vendre ?» Et je suis extrêmement présente parce que je trouve que dans ce métier, on fait beaucoup de psychologie, beaucoup plus que d'immobilier. Ah bah, clairement. Je pense que dans nos métiers, on fait... 10% vraiment d'immobilier au sens juridique, administratif, technique, et on fait beaucoup d'humains avant tout, c'est clair. C'est ça. Alors, tu le mentionnais, ça remonte à... on parlait des Romains, ça remonte même aux Égyptiens. Donc ça, je trouve, c'est assez marrant parce que
finalement, encore une fois, on n'a rien inventé aujourd'hui et finalement, il y a dans d'anciennes civilisations, ça existait déjà et finalement, ça suit la propriété. Dès que la propriété finalement s'est établie, dès qu'on pouvait dire tiens ça c'est à moi et je vais pouvoir le transmettre ou pas, ou je peux le vendre, du moment qu'il y avait un rapport monétaire commercial avec un objet, en l'occurrence là de l'immobilier, finalement ça c'était un peu de connivence, c'était un parallèle. On a eu bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure en off, on va le redire à l'antenne, c'est rentré au code civil sous Napoléon. Ouais. Mais quand on regarde un peu en France, je crois que c'était Charles quelque chose qui l'a les premières traces en France étaient au 9e siècle, donc on voit que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez ancré, d'assez ancien. Donc voilà un petit peu pour la partie historique. Alors si tu devais nous donner une définition de c'est quoi le viager, pour que voilà, moi je suis un enfant de 10 ans là, faut m'expliquer pourquoi comment ta mamie va vendre sa maison en viager, explique-moi en quoi ça consiste, les grandes lignes. Eh bien, ta mamie, Romain, elle va du coup monétiser son patrimoine immobilier. Donc, pour faire simple, elle va pas pouvoir démonter sa porte d'entrée et puis négocier ça sur le marché d'Aix-les-Bains, 500 €, ça marche pas. Donc, on va simplement valoriser le bien et on va lui laisser la possibilité de rester dans sa maison jusqu'à la fin de ses jours, si elle le souhaite. Elle pourra la quitter entre-temps si elle en a envie. Mais et tout ça sans frais. Et le fait qu'elle le vende en viager, ça va lui permettre de récupérer un petit peu d'argent par le biais d'un bouquet et d'une rente mensuelle à vie. Voilà. Parce que le bien immobilier, il a une valeur en totalité, mais il a une valeur d'occupation et une valeur vénale. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Alors quand on va parler valeur d'occupation, valeur vénale, c'est-à-dire que si, mettons, la maison vaut 500 000 €. Voilà. Et moi, je décide, effectivement, voilà, j'ai 80 ans et je me laisse séduire par cet aspect-là en me disant, tiens, effectivement, je vais récupérer un capital et en plus, éventuellement, je peux prétendre à une rente. Ça m'intéresse, c'est pas mal. Sandrine, tu m'as convaincu, je vous fais confiance. On parle là-dessus. Est-ce que donc, d'une maison qui vaut 500 000, alors j'imagine qu'il y a tout un tas de calculs qui vient un petit peu se faire. Ce ne sera pas forcément l'objet de l'expliquer trop comment, mais on imagine qu'il y a une donnée d'espérance de vie. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres grands critères pour fixer ce rapport de prix? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'âge, effectivement, du vendeur. Et si c'est une personne seule ou un couple, si la rente risque d'être reversible sur 2 têtes, donc le calcul n'est pas le même. Tu parlais d'une valeur vénale à 500 000 €, grosso modo. Quand on a 75 ans, parce que j'ai plus les chiffres en tête, à 75 ans, on va vendre le bien 250 000. C'est-à-dire que la valeur d'occupation, le fait de pouvoir rester dans son bien jusqu'à la fin de ses jours, qu'on va estimer à peu près à 20 ans, j'ai pas les barèmes sous les yeux, ça vaut 250 000 €. Quand on ramène sur 240 mois, ça fait 1 000 € par mois de loyer. Pour une maison, il n'y a rien d'exorbitant, en tous les cas sur le secteur. Voilà. En fait, c'est que finalement, la valeur est grossièrement la même. C'est-à-dire, j'en prends 50% tout de suite. Voilà. Et on me lisse grossièrement 50%, ou quelque chose près. Ah non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la vente, elle se fait sur le montant de 250 000, et ces 250 000, après, ils sont répartis sous forme de bouquet et rente. Donc, si on prend un bouquet de 50 000, les 200 autres 1000 vont être répartis sous forme de rente. Et les 250 autres 1000 qu'on a gardés, ça, c'est la valeur d'occupation. C'est le fait qu'on reste locataire de son chez-soi. Donc l'acheteur, on verra ça tout à l'heure. Il achète des côtés. Il achète dans tous les cas des côtés. Dans tous les cas des côtés. Et plus on est âgé, moins c'est des côtés. Donc moins ça intéresse l'acheteur. Complètement. Et c'est pour ça que l'idée reçue de dire il faut absolument que je vende en viager le plus tard possible. D'abord, c'est une erreur incroyable puisque on profite pas de sa rente. J'allais dire autant vendre d'une manière classique. On empoche. À 80 ans, moi j'ai refusé il y a pas longtemps un monsieur de 89 ans qui voulait vendre en viager. La décote est pas assez importante, la rente est trop élevée. Voilà. C'est sûr que s'il faut lui donner 4 000 € par mois, c'est ça. Il faut les sortir, quoi. C'est ça. Et au niveau des acheteurs, donc côté acheteur, ça permet de se constituer un patrimoine immobilier tout doucement. Et puis, plutôt que de rembourser un prêt immobilier, de payer des intérêts aux banquiers, on verse une rente à nos seniors
Et puis nos seniors, ils font quoi de cette rente? Ils font marcher l'économie locale, l'économie réelle d'Aix-les-Bains ou de Chambéry. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on reviendra, mais c'est plutôt effectivement un gros point positif. Petite question, est-ce que tu as dit à tout moment ma grand-mère pourrait partir. Ça veut dire que aujourd'hui elle est plutôt en bonne santé. Mm-hmm. Elle a vendu. Okay, donc elle a empoché, si on suit cet exemple, 50 000 euros tout de suite. Voilà, plus une rente. On lui verse sa rente. Et puis dans 3 ans, elle se dit bon, allez, ça me pèse un petit peu cette maison. L'entretien est une charge plutôt. Ça me crée une charge mentale, physique. J'ai plus envie de m'en occuper. J'ai l'opportunité d'aller loin d'un appartement ou d'aller dans une maison senior, enfin peu importe. En tout cas, je veux quitter ma maison. Oui, donc ça c'est toujours possible. Je voulais juste repréciser par rapport aux chiffres, c'est vrai qu'on a parlé d'un bouquet de 50 000 et des 200 autres 1000 transformés sous forme de rente, mais après c'est en fonction des seniors, ça peut être un bouquet de 100 000, ça peut être un bouquet de 10 000, enfin c'est vraiment en fonction des souhaits, si on a envie de donner à ses petits-enfants, ses enfants, enfin bref. Moi j'ai un client qui a vendu son studio pour s'acheter un voilier, Voilà. Donc, il profite de la vie et je trouve ça extraordinaire. Pour répondre à ta question, c'est pas parce qu'on va en viager qu'on est attaché à son bien. Au contraire, moi, je dis souvent à mes clientes, célibataires éventuellement, ou veuves, je leur dis voilà, si vous retrouvez un chéri sur la Côte d'Azur et que vous avez envie d'aller vivre avec lui la dernière partie de votre vie, vous pouvez abandonner ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation, donc le fait d'habiter dans sa maison. Et pour cela, on va augmenter, comme on libère le bien, on va augmenter la rente. Et le pourcentage peut être variable en fonction des dossiers et du montant de la rente. Est-ce que ça, c'est fixé en amont ou ça, c'est fixé en amont chez le notaire au moment de la vente, oui. Okay. Donc l'acquéreur, il a quand même... il sait où il va. Voilà, il sait où il va. Exactement. Et le vendeur aussi. Et oui. Et puis, on dit toujours, le viager, c'est un contrat gagnant-gagnant. Il n'y a pas le vendeur qui fait une très mauvaise affaire et l'acheteur qui fait une excellente affaire. Non, tout le monde sait où il va. Il y a juste un aléa qui est la durée de vie. Voilà, on ne sait pas quand, mais finalement, tout est aléatoire dans la vie. C'est certain. C'est certain. Juste avant notre petite coupure, on va faire un petit quiz vocabulaire, parce que c'est vrai que le viager a son champ d'adjectifs. Et on va essayer. Je vais essayer. Alors, je vais pas te coller parce que je pense que c'est des mots que tu connais bien sûr par cœur, mais allez, on va en faire 2 rapidement. Peux-tu nous donner la définition du débit rentier? Le débit rentier, c'est le débiteur, donc c'est celui qui doit, et donc c'est l'acheteur. Exactement. Alors, par opposition, le crédit rentier. Créditeur, c'est un langage bancaire, ça. Donc il a une créance, voilà, et c'est le vendeur. Tout à fait. Allez, et un petit dernier. Donc le bouquet, qu'est-ce que c'est? Le bouquet, c'est la somme perçue de suite au moment de la vente en viager chez le notaire. Et qui peut être négocié. Alors là, on disait 50 000. Ça dépend des vendeurs. Voilà, ça dépend. Il y a des vendeurs qui veulent la totalité en bouquet, parce que... Alors il faut savoir que la plupart de mes seniors me disent qu'ils vont mourir dans les 2 ans. Ok. Ils ont peur de se faire avoir. Alors je leur dis toujours qu'ils vont pas se faire avoir parce qu'ils verront pas ce qui se passe. Une fois qu'ils seront partis, déjà c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que non, moi je viens de refaire un viager à quelqu'un qui avait 91 ans, qui avait vendu il y a 15 ans. Donc lui, il est plutôt content d'avoir vendu en viager il y a 15 ans. C'est clair. Ouais, c'est insolite. Top. Écoutez, vous voyez, finalement, le viager, ça n'a rien de trop sorcier. C'est plutôt expliqué de manière claire de ta part, Sandrine. Donc, on se retrouve dans 2-3 minutes pour cette deuxième partie. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct depuis les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Grand Lac, de rester avec nous pour cette deuxième partie où vous allez tout apprendre donc sur le viager. Première partie où on a bien compris ce que c'était, cette forme de vente immobilière finalement plutôt d'actualité, plutôt propice à donner finalement donner un meilleur niveau de vie à nos seniors, qui leur permettent à la fois de rester dans leur maison, qui peut leur être précieuse et chère, ça on le comprend tous, on a
travaillé durement pour avoir sa maison, et finalement de pouvoir y rester jusqu'à soit ses vieux jours, pousser au plus lointain que ce que le physique pourrait nous permettre de faire, ou voilà, par un décès, ou comme tu le disais, si on tombe amoureux et qu'on veut retrouver la vie de nos 20 ans sur la Côte d'Azur, écoute, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, de pouvoir jouir de son bien, en retirer un bouquet, donc un capital au départ de ce contrat, qui est fixé en adéquation avec quelques paramètres, couplé à une rente, donc un salaire finalement, on pourrait se dire, parce que c'est vrai que... Un complément de revenu. Complément de revenu, ça peut vite être quelques centaines d'euros, mais on voit souvent des fois passer des annonces, 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, enfin voilà, il y a un peu tout, j'imagine, en fonction du prix du bien. C'est ça. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable de se dire, tiens, j'ai pris 100 000 euros, j'ai gardé ma maison, et en plus je touche 1200 euros par mois. Voilà, c'est quand même un changement de vie radical. Ça peut permettre de faire toutes les petites folies qu'on avait envie de faire et qu'on se dit, mince, j'avais pas forcément les moyens. Tu l'avais souligné, de faire plaisir aussi à sa famille, d'aider ses enfants, ses petits-enfants. Ça, je pense que c'est aussi l'inquiétude de beaucoup de nos parents, grands-parents. Il y a cette volonté de transmettre, et des fois on se dit, comment je vais faire, parce que j'aimerais vous aider, mais j'en ai pas la capacité. Ah, si, tiens, j'ai le viager qui finalement m'en donne la possibilité. Ça permet de donner de son vivant. Ça permet de donner de son vivant, clairement. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du tabou. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'attendre la succession. C'est ça. Et puis, il vaut mieux anticiper sa succession que de la laisser régler chez le notaire. C'est toujours, le rapport à l'argent est toujours compliqué, même entre frères et sœurs. Disons que de toute façon, pour bien préparer sa succession, il faudrait commencer à 45 ans. C'est en gros, tous les 15 ans, on a un petit joker de 100 et quelques mille. Il y a des montages, il y a les démembrements, etc., etc. Donc c'est vrai que plus tôt, alors que la mort est loin, à 40 ou 50 ans, enfin on se le souhaite, mais finalement c'est pas sur une vie, c'est pas grand chose, et plus vous anticipez, en tout cas mieux c'est. Et c'est vrai que c'est un outil finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil de gestion de patrimoine. Complètement. Avec la base d'immobilier, mais c'est pas une transaction immobilière classique. C'est vraiment, j'arbitre mon patrimoine pour savoir ce que je fais de l'argent dont je dispose, qui peut être un patrimoine financier. Là, c'est un patrimoine immobilier. J'en fais quelque chose. Voilà. Est-ce que, question de ton expérience, est-ce que finalement, j'imagine que oui, mais des fois on peut se tromper, est-ce que la plupart de ces vendeurs sont plutôt des propriétaires occupants, ou finalement non, il y en a aussi qui n'ont pas le souhait d'occuper leur maison? Alors c'est bien que tu abordes ce sujet-là, parce que Aix-les-Bains, c'est aussi une ville de résidences secondaires et locatives. Et alors dans le marché du viager, c'est 1% des transactions immobilières en France. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors il est en augmentation, je crois. Et on connaît essentiellement le viager occupé, mais il existe le viager libre. Okay. Et le viager libre, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque ça vous vendez votre bien, il n'est pas occupé. Il pouvait être loué à un locataire ou loué à des curistes, ou vous l'utilisiez en résidence secondaire, mais finalement, avec les années, vous venez de moins en moins, les enfants sont pas forcément attachés au bien. Eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'un capital de suite. Eh bien, on va le vendre en viager libre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décote. Pour le coup, si on reprend notre exemple de 500 000 euros, c'est vendu 500 000. C'est juste le paiement qui n'est pas fait en une fois chez le notaire, mais qui est étalé sur l'espérance de vie. Donc après, le bouquet, on fait varier également en fonction des desiderata. Ça peut être, finalement, je veux donner 100 000 à mes enfants, donc je veux à minima un bouquet de 100 000 par enfant, et puis le complément de revenus. Et il n'y a plus de locataires à gérer, plus de fiscalité liée aux locataires, plus de dégradation de biens, enfin voilà, et une rente qui tombe sur son compte tous les mois. Donc on peut fiscaliser. Ok. Parce que quand on a plus de 70 ans, on va déclarer, on a un abattement de 70%. Donc on va déclarer aux impôts la totalité de la rente, mais les services fiscaux vont faire un abattement de 70%. Donc on est taxé sur 30%, alors que sur des revenus fonciers, du locatif, si on n'est pas en meublé, on va payer de la CSG, CRDS et de l'impôt sur le revenu. Donc en général, on n'est pas loin des 50% en termes de fiscalité. Bon point actuellement alors, ce que ça nous réserve la fiscalité aujourd'hui. On ne peut pas se prononcer. C'est un peu compliqué.
peut-être rien au final. Mais je pense pas que l'État puisse attaquer le viager parce que moi ça faisait partie de mes inquiétudes au démarrage. Il suffit qu'on ait une loi fiscale, voilà. Mais aujourd'hui, les seniors c'est pas une problématique pour l'État, mais quand même, s'ils pouvaient se débrouiller tout seuls pour leur fin de vie, donc s'ils ont du patrimoine immobilier puis qu'ils l'arbitrent, c'est parfait. Donc je vois pas l'État taxer le viager. Qu'ils t'entendent. Alors, ça tombe bien, c'était la transition un peu qu'on attendait. On va essayer de vous faire un petit peu les points positifs vendeurs, points positifs acquéreurs. Donc les points positifs vendeurs, finalement, on en comprend certains dans le sens où voilà, c'est adaptable finalement. On l'occupe ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que alors tiens, on va poser la question dans l'autre sens. On a compris que si j'occupais ma maison que j'ai vendue sous viager, je pouvais partir quand je veux. Par contre, j'imagine que si le viager est inoccupé, oui. Je peux pas dire au bout de 10 ans, tiens les copains. Ah oui, non, c'est fini là. C'est ma maison, non. Là, non, ouais. Dans le sens, je peux quitter, oui. Mais je ne peux pas revenir. Bon, c'est un minimum de bon sens, j'imagine qu'on comprend. Oui, puis là on a accentué le propos sur le viager, mais on peut aussi prendre l'exemple inverse qui est je veux garder mes loyers. Mais finalement, je voudrais monétiser un peu mon appartement, là, mon studio face au lac. J'y mets des curistes, ça me fait un complément de revenu, mais là, j'ai besoin d'un peu de liquidité. Eh bien, je peux vendre la nue propriété. On fait un démembrement. Donc, chez Viagimo, on est spécialiste aussi de tout ça. Et quand je te disais tout à l'heure qu'on était dans l'outil de gestion de patrimoine, on peut répondre à toutes les problématiques. On n'est pas sur de la vente traditionnelle où on va, j'ai besoin de cash, il faut que je vende mon appart. Non, c'est pas ça. On peut trouver des solutions qui correspondent à des problématiques différentes. Pour l'acquéreur, alors dis-nous un petit peu quels seraient les 2-3 avantages principaux d'acquérir un bien en viager. Alors, pour moi, l'acquéreur qui achète en viager, c'est qu'il a tout compris à l'immobilier. Parce que en général, quand on a 20-30 ans, on se dit, tiens, je vais d'abord acheter ma résidence principale, puis après, je vais faire du locatif. Donc, faire du locatif, c'est acheter une résidence locative, y mettre un locataire dedans, et puis souvent, on va voir son banquier, puis on lui dit, voilà, faudrait prêter un peu de sous, là. Donc, le banquier, il a des critères très spécifiques. Propriétaire de sa résidence principale, non, pas encore. Ah, pas de locatif, pas possible. Ok. Propriétaire, locatif, ok, je vais y aller. Mais attention, l'endettement, ça va coincer. Mais ça veut pas dire que l'acheteur, il peut pas rembourser son crédit puisque il a un loyer qui tombe. Mais des fois, on peut pas se faire entendre sereinement. Il y a des critères qui dépendent pas forcément de son banquier en local. Donc, l'investisseur en viager, il se dit, finalement, moi, j'ai de l'argent de côté. Je vais l'utiliser pour payer un bouquet. Et puis, tous les mois, je peux mettre 300, 500, 800 sans problème parce que j'ai un travail, puis je fais encore quelque chose en plus le week-end. Et puis, j'ai 500 € tous les mois que je mets sur mon plan d'épargnement. Finalement, je vais le mettre dans l'immobilier parce qu'au moins, je suis sûre de le récupérer à 10, 15, 20 ans. Et puis, je vais investir, mais sans payer de crédit bancaire, donc pas d'intérêt, pas d'assurance. Alors, une question, et c'est pas un piège, mais c'est pour justement avoir une lecture. Parce que ça, c'est un critère intéressant. Qui va valider? Parce que nous, par exemple, si effectivement... Je comprends ta question. Voilà, c'est moi qui valide. Ok. Ouais, mais ça veut dire que c'est quoi la grille de décision de dire, pour que nos auditeurs nous suivent, ok, mettons votre banque, vous auriez dit non. Voilà, je veux pas vous prêter 200 000 €. Par contre, en viager, on n'a pas besoin de l'accord de la banque. On n'a déjà pas besoin de 200 000. Donc, mettons, tiens, ok, j'ai 50 000 €, je les ai. Mettons, on va quand même faire un truc à peu près simple. Oui. J'ai ces 50 000 €, je les donne à Madame Dupont, notre vendeuse. Par contre, Madame Dupont espère une rente de 900 €. Oui. Et moi, alors, j'ai la conviction que je vais pouvoir assumer ça. Oui. Mais c'est un peu border, entre guillemets. C'est ça. Alors moi, c'est mon parcours bancaire qui m'aide beaucoup. Donc déjà, j'ai pas de tabou avec l'argent, mais je vais demander les avis d'imposition, les fiches de salaire. Mais finalement, c'est un bon vouloir humain. Il n'y a pas une banque quelque part. On peut les comprendre, les aimer ou pas, mais ils ont une grille de lecture un peu factuelle. Là, on sort un peu de ce... C'est la même. C'est la même. Alors, mais je te dis, c'est par rapport à mon expérience. La seule chose. Et le notaire ou c'est qui? Non, c'est que moi. Ok. Là, il y a deux points. Dans la banque, il y a une chose. Pas, Sandrine. Alors, moi, je suis capable de payer plein de choses, mais je peux pas te prouver. Mais faut que tu me fasses confiance. Alors, il y a déjà mon parcours. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au banquier. Oui, le banquier, il va analyser factuellement la situation à l'instant T. Ce qu'aime un banquier, c'est la stabilité.
Donc si t'es marié depuis 20 ans, que tu travailles depuis 20 ans au même endroit, puis que tu as une évolution de salaire, puis t'as pas trop de crédit, normalement, tout clignote au vert. Maintenant, si tu commences à avoir des accidents de la vie, c'est plus compliqué. Moi, mon analyse, elle est la même, sauf que je peux pas demander les relevés de compte à mes acquéreurs. C'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de demander en tant qu'agent immobilier. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais j'ai pas le droit. Maintenant, certainement que mon parcours me permet de savoir où je vais. Donc déjà, je vais vérifier les avis d'imposition, les 3 dernières fiches de paye et les bilans si jamais les acheteurs ne sont pas salariés. Le premier point, si l'acquéreur me donne pas les documents, on va pas plus loin. Donc ça fait déjà un tri sélectif à l'entrée. Et puis après, c'est une analyse assez rapide de risque. Puis, comme je te disais tout à l'heure, tout est aléatoire dans la vie. Donc aujourd'hui, même un banquier qui te prête de l'argent, il sait pas si dans 2 ans tu vas pas divorcer ou perdre ton boulot. Donc il a les mêmes problématiques. Et donc il prend quoi quand il fait un financement? Il prend une garantie. Et la garantie sur le bien, c'est souvent une hypothèque. Voilà. Et ben dans le viager, c'est la même chose. Parce que bien sûr que nos acquéreurs, ils sont gentils, ils veulent tout payer, puis que tu vas peut-être m'acheter plein de viagers. Mais pour être bien sûr que tu tiennes ta parole sur les 20 ans qui viennent, Romain, on va quand même mettre une hypothèque sur le bien au profit du vendeur ou des vendeurs. Voilà. Donc s'il y avait défaillance, eh ben ça serait double peine puisque tout est perdu. Il y a une tolérance ou dans les faits, est-ce que ça se passe bien, ça se passe mal? Alors moi, j'ai jamais eu le cas d'une défaillance. Par contre, j'ai eu le cas d'une revente de viager d'un couple qui n'arrivait plus à payer les mensualités, qui savait, enfin, c'est pas une mensualité, c'est une rente, qui savait que s'ils continuaient pas, ça faisait déjà quelques années qu'ils payaient, et ben ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient versé à notre couple de crédit rentier. Donc quand c'est comme ça, il y a un marché de l'occasion dans le viager, il y a un nouvel acheteur qui est venu prendre le relais. Les vendeurs ont été informés, bien évidemment, il faut leur accord, mais on a trouvé un nouvel acquéreur qui, lui, achète un viager, comme dans l'immobilier, hein, quand on vend parce qu'on est un peu pendu, on vend pas forcément au tarif, mais on limite la casse. Ou ils récupèrent pas forcément le bouquet qu'ils auraient mis. La totalité, voilà. Mais ils arrêtent de payer. Ok, intéressant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même une possibilité peut-être un poil plus souple qu'un financement traditionnel malgré tout. Clairement. Il y a certainement peut-être une souplesse. En plus, si c'est doublé d'une hypothèque, bon, les gens n'occupent pas le bien. Il y a une hypothèque. Et puis, je pense quel est l'objectif pour quelqu'un d'aller. Je pense que déjà même l'acheteur de ce type de produit a quand même un profil assez... C'est un profil investisseur sur le viager occupé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a tout compris parce qu'il n'a pas de fiscalité. Il a un locataire qui est le vendeur. Parce qu'évidemment, le risque pour le vendeur, c'est quoi? Ok, on ne paye plus. Mais si je récupère ma propriété à 100%, finalement, j'ai envie de dire, c'est limite tout bénef, quoi. Enfin, si on tire le truc jusqu'au fond. C'est ça. Et puis, côté acquéreur, lui, il achète... Il n'a pas de fiscalité sur les revenus puisqu'il n'a pas de revenus fonciers finalement. Il n'a pas de loyer. Il n'encaisse pas de loyer, l'acheteur. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des acheteurs qui voulaient absolument du viager libre pour pouvoir mettre un locataire pour que ça amortisse la rente. Et je leur ai expliqué que c'était ridicule, en fait. C'est vraiment ridicule. Parce que quand on achète en viager occupé, on a un locataire tout trouvé qui est le vendeur et qui s'occupe super bien du bien. Il n'y a pas de défaillance de loyer puisqu'il n'en paye pas. Mais par contre, ce loyer, il est présent quelque part, il est présent sur la décote qu'il y a eu sur le bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le bien 500 000 et de mettre un locataire dedans, eh bien, on l'achète 250. Et en plus, sur ces 250, eh bien, il y a une partie qu'on va verser sous forme de bouquet et le reste qui est de façon aléatoire. Donc, je pense qu'il faut que l'acheteur ait aussi une capacité d'épargne. Clairement, il faut pas que ça dérange. Il faut pas que ça dérange son budget mensuel. Voilà. Parce que si on achète du viager occupé et qu'on doit faire un crédit pour ça, alors là, c'est extrêmement dangereux. Non, et moi, j'y vais pas. Ou de compter sur un loyer et se dire, ok, voilà, moi, je serais capable vous me demandez 1 500 € de rente, moi, je suis capable d'assumer la moitié. Bon, voilà, à un moment donné, ça va bloquer. C'est ça. Est-ce qu'il y a des viagers sur toute gamme de prix? Ou est-ce qu'on imagine, tiens, c'est forcément la maison au moins de 500, 600, 700 000 €? Ou est-ce qu'il y a, au contraire, non, il y a vraiment toutes les gammes de prix Il y a tous les prix. Là, aujourd'hui, c'est quoi le moins cher que tu pourrais nous proposer, par exemple? Alors, en termes de bouquet? Oui, là j'ai un bouquet à 43 000, mais il y a pas longtemps j'avais un bouquet à 26 000, et puis j'ai un autre bien avec un bouquet à 650 000. Oui. Donc d'abord je navigue sur toute la Savoie et j'ai autant, alors j'ai rarement des studios, hein, mais je vais du T2 au château de 12 pièces, hein, il y a pas de souci, on sait tout faire.
on adapte à la situation de chacun. Et après, les acquéreurs, clairement, les investisseurs, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir un bouquet pas trop élevé, une rente pas trop élevée, mais ils savent aussi que l'effort est en fonction de la valeur vénale du bien. Hein. C'est sûr qu'on peut pas acheter un bien d'1 million d'euros avec un bouquet de 30 000 et 300 euros par mois, c'est pas possible. Ou alors, faut qu'ils vendent en viager à 25 ans, mais ça, c'est compliqué. Et petite parenthèse humoristique, moi j'ai toujours quand on parle du viager, le film Le Viager, bien sûr. Ah oui, en tête, il est excellent. Que je vois de temps en temps parce qu'il est quand même assez mythique. Est-ce que tu y penses souvent à cette situation? Est-ce que c'est une caricature ou Alors déjà le film Le Viager, moi je l'ai regardé l'année dernière parce que je le connaissais pas et je l'ai regardé et j'ai vu qu'il était de 1972 donc j'ai retenu parce que c'est mon année de naissance. Merci pour Il est vieux, Romain. Bon je vais y aller moi. Mais c'est juste pour dire qu'en 72, Michel Serrault quand il va en viager, il a 60 ans. Okay. Donc en 1972, 60 ans c'était vieux. Ok. Et maintenant, quand je vois mon senior là, de 91 ans qui joue au tennis, je me dis que c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai qu'il est passé de mode, il est plus dans l'air du temps. Et c'est une satire sur l'aléa du viager. Ce qui est marrant, c'est aussi une satire à la vie parisienne, au final, de se dire qu'on vivra peut-être mieux à la campagne. C'est une satire principalement sur l'âge. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous invite, chers auditeurs, à le regarder parce que c'est assez marrant. Il est très drôle. Hein. Ça, c'est vrai, puis ça se regarde facilement. Où Michel Serrault enterre toutes les générations. Même le fils, je crois que c'est comment il s'appelle, Claude Brasseur, c'était le fils de l'acheteur, qui était redevable de la rente pour le coup, puisqu'il faut savoir que si l'acheteur part avant le vendeur, ce sont les héritiers qui doivent prendre le relais. Hein. C'est ce qui était arrivé au notaire de Jeanne Calment. C'est ça. Ça aussi. Oui, moi le viager, qu'est-ce que j'entends? J'entends le film et Jeanne Calment. Bien sûr. Et puis je vais mourir dans 2 ans aussi. J'entends beaucoup. Et ça, c'est une reprise américaine. C'est un film américain qui a repris l'histoire de Jeanne Calment aussi. Ah ouais, ça je savais pas. C'est un duplex pour 3, je crois que ça s'appelle. D'accord. Ok. Les Américains c'est moins. Il y a pas Galabru. Enfin, c'est pas les acteurs français qu'on apprécie. C'est autre chose, mais c'est sympa aussi. Mais ça, c'était l'histoire de Jeanne Calment. En tous les cas, moi, ce que je voudrais juste dire, parce que il y a beaucoup d'idées reçues en fait sur le viager. J'ai une agence qui fait 11 mètres linéaires de vitrine et j'entends très bien ce que les gens disent dehors, puisque moi c'est au calme dans l'agence et eux ils sont obligés de parler fort parce qu'il y a les bateaux, il y a le bruit et j'entends les remarques sur non mais lui il est trop jeune pour acheter un viager, alors que c'est tout l'inverse. Et ça me fait sourire parce qu'il y a vraiment que des idées reçues qui sont la plupart du temps fausses. Au contraire, j'ai envie de dire oui, pour acheter vaut mieux avoir plus on est jeune, mieux c'est quelque part, non? Alors oui, mais là je disais quand ils voient par exemple vendeur 68 ans, non c'est trop jeune. Non, parce qu'on va adapter justement la vente et la décote elle est importante, donc c'est intéressant. Et puis le senior de son côté c'est hyper intéressant parce qu'il va profiter de sa rente longtemps. La rente elle est revalorisée pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Enfin, quand je dis que c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant, moi j'en suis intimement convaincue. Et puis cerise sur le gâteau, Sophie Richard, la fondatrice du réseau Viagimo, elle a passé notre société en société à mission. Donc on a vraiment une mission sociétale. Pour moi aujourd'hui ça répond à une problématique de société, le viager. On n'a pas parlé de la vente à terme. Voilà ce que j'allais dire. Avant de conclure cette émission, peut-être un petit mot sur la vente à terme. Moi, c'est une forme de vente, une autre forme de vente immobilière qui me plaît bien aussi. Donc la vente à terme, on a un peu la réponse à notre question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un petit peu dans le titre, mais je t'en prie, Sandrine, fais-nous une petite définition de la subtilité entre le viager et la vente à terme. C'est quoi un petit peu les différences et qu'est-ce que est précisément cette vente à terme? Alors, la vente à terme, par rapport au viager, il y a une différence qui est notoire, c'est qu'il n'y a pas l'aléa du viager. Donc, la vente à terme, c'est un contrat conclu entre un vendeur et un acheteur, avec un montant prévu au démarrage qui s'appelle un comptant, c'est plus un bouquet, et une mensualité, ce n'est plus une rente, elle n'est pas viagère, c'est une mensualité sur une durée déterminée à l'avance. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Si jamais il arrivait malheur au vendeur, les mensualités seraient dues aux héritiers, contrairement au viager. Et 2 points très intéressants, c'est que la vente à terme, elle peut être libre ou occupée. Libre, c'est une vente classique, par exemple, qui ne se fait pas parce que il n'y a pas d'acheteur, mais sur une vente à terme libre, on va peut-être trouver des acheteurs qui seraient d'accord de mettre un bouquet un comptant de 80 000 et puis des mensualités qui correspondent au loyer. Donc ça permet de vendre un bien à des gens qui ne seraient pas forcément éligibles au prêt bancaire.
Et puis la vente à terme occupée côté vendeur, et ça c'est très méconnu, ça peut éviter un prêt relais à la banque. J'ai mon appartement, je fais construire ma maison et j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai pas envie de faire 2 déménagements. Eh ben je négocie une vente à terme occupée, j'enlève et dans ce cas-là je vends mon bien, mais je le libère que dans 2 ans. Avec une décote. Avec une décote qui est liée à l'occupation. Ok, donc Voilà. si par exemple on prend un exemple lambda, on dit que tiens, la maison 400 000 euros, son loyer serait de 1500, je souhaite la garder 3 ans, on fait 3 x 12, 36 fois 1500 euros et C'est ça, retranche. on enlève ça du prix de vente et on va répartir le montant. Mais tout est à la carte. Moi je dis toujours que mon métier, moi c'est du sur-mesure. Ce que j'aime Je bien fais pas du prêt-à-porter, je fais du sur-mesure moi. Ce que j'aime bien avec la vente à terme, c'est vrai que moi le côté aléa du viager est toujours une donnée un peu aléatoire, donc ça comporte tout ce que ça comporte comme tenant et aboutissant. Mais une vente à terme, je trouve que c'est pas mal parce que ça s'adapte par exemple en se disant tiens, je vais m'enlever le stress d'un déménagement, d'une construction, d'un changement de vie. Il y a une espèce de douceur un peu dans cette transition, et malgré tout qui est encadré. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense aussi, gagne à être connu. Et t'en fais aussi moins ou c'est Alors c'est à la demande, mais j'ai toujours en exemple, et je te le citais l'autre jour, quand j'ai une vente à terme, je suis obligée de l'enlever sur les sites immobiliers tellement j'ai d'appels. Ah oui, d'accord. Voilà, notamment les ventes à terme libres. Ok. Voilà. Ok. Et je refais juste un petit aparté sur le viager, parce qu'il y a toujours cette appréhension de l'aléa. Et moi, je suis une matheuse, tu l'as compris. Et je ne suis convaincue qu'avec des chiffres. Et je fais souvent les calculs à mes investisseurs avec le même bien en vente classique et la vente en viager. Parce qu'ils ont toujours peur du fait que le vendeur ou la vendeuse devienne centenaire. Donc, on fait le calcul et puis on les rassure. Ok. Voilà. Chers auditeurs, chers auditrices de Radio Grand Lac, merci pour nous avoir suivis durant cette dernière émission de notre année 2024, les Murmures du Lac Immobilier Histoire. J'ai eu le plaisir pour cette dernière donc de partager ce temps avec Cédrine Blondet, donc de l'agence Viagimo, du réseau national Viagimo. Vous l'avez compris, vous aurez réponse à toutes vos questions avec bienveillance et une belle technicité donc au Grand Port d'Aix-les-Bains. Merci Sandrine encore pour ta présence aujourd'hui. Merci. Quant à nous, vous l'avez compris, donc avec grand plaisir. On fera ça l'année prochaine. On verra un petit update de tout ce qui s'est passé dans le monde viager. S'il y a des nouveautés, tu viendras nous expliquer tout ça. Quant à nous, on se retrouvera le 9 janvier pour notre première de l'année. Restez surtout à l'antenne. On repart en musique pendant un petit quart d'heure. Et à 18h, Timpante, 9-2-1, partez votre émission sportive avec une invitée de marque aujourd'hui, Karine Duboucher-Revol, qui vous je pense, dira un petit peu tout sur cette belle carrière qu'elle a eue. Et en tout cas, on a hâte de l'entendre. Merci beaucoup.